So it put me back in the mind of being a kid, just to experience those two little boys, anticipation of this movie. And when I found out that they un villain, en faire un méchant. Ça, c'est très Et ambigu. ils arrivent à... Ouais, je trouve ça... La matière la plus puissante de l'univers va s'écraser sur le continent africain. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings, Wakanda Forever. Bon, il fallait quand même que je le fasse. J'espère que vous avez passé tous une bonne semaine. Ce soir, je vous propose de passer un petit moment en famille, un petit décryptage, tout petit comme ça. J'ai ramené du popcorn, un cocktail de jus de baobab avec du jus d'avoine, un truc que j'adore faire avec des petits fruits rouges et tout. Franchement, c'est super bon. On se pose et donc ensemble, on va décrypter l'un des phénomènes de ces dernières années avec le second volet de Black Panther, Wakanda Forever, qui est un immense succès au box-office. Et je sais déjà que je vais ulcérer certains parce qu'au milieu de tout ce succès, au milieu de cet océan de déchaînement, de messages ou de costumes souvent plus ou moins loufoques les uns que les autres, il y a bien évidemment un message politique. Je sais que là, certains vont se dire, mais ce gars, c'est vraiment un malade. Déjà qu'il n'aime pas Beyoncé, il n'aime pas Nicki Minaj. Maintenant, il va nous dire que Marvel, c'est politique. Et en vérité, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que le déchaînement de passion qu'on voit dans les rues, sur Twitter, dans les cinémas, vient véritablement du lien entre le divertissement et le saupoudrage politique qui est fait autour de Black Panther, et j'irai même plus loin, qui vient de Black Panther. Parce qu'en réalité, c'est d'ailleurs Chadwick Boseman qui le disait lui-même dans plusieurs interviews pour défendre la franchise en 2018. Black Panther, voir un héros noir incarné dans une production Marvel à des millions de dollars avec quasiment des acteurs noirs. Do people do the Wakanda salute to you all the time? All the time. One of the weirdest places at church. At church? C'était totalement inédit aux États-Unis, à l'instar de son succès, qui pour moi est aussi lié à la société dans laquelle on vit et à notre capacité à produire des Inception dans la vie réelle. Parce qu'en réalité, Black Panther, pour moi, c'est une sorte d'Inception d'un certain militantisme. Et donc, en mangeant nos petits popcorn, je vais vous décrypter mon analyse, le filigrane de cette story politique. Et de l'autre côté, bien sûr, à la fin, on va partager nos fameux avis sur le dernier volet de Black Panther. Et pendant que vous abonnez, que vous commentez, que vous partagez, Black Panther s'inscrit en réalité dans un des mouvements dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur Beyoncé Black is King, à savoir l'afrofuturisme. Wakanda Forever. L'accent, le simple fait de s'exprimer d'une certaine façon, de parler d'une autre, est toujours porteur d'histoire. Alors certaines personnes ont souvent l'impression que comme on ne leur fait pas remarquer la façon dont ils parlent, ils n'ont pas d'accent ou alors ils ne portent pas une histoire, ce qui est totalement faux. Et c'est d'ailleurs l'un des points culminants de Black Panther, à savoir que chaque fois que vous entendez les acteurs originaux parler, ils ont cet accent précis pour lequel ils se sont battus contre Disney, parce qu'effectivement à la base la franchise Marvel voulait qu'ils aient l'accent britannique. Ils se sont dit on peut pas leur faire avoir leurs accents américains parce que bon, c'est un peu compliqué, mais pour pouvoir montrer quand même que c'est des gens un peu d'ailleurs, on va prendre la Grande-Bretagne. Sauf qu'en termes de crédibilité, ça ne pouvait pas passer. Pourquoi? Parce que Black Panther s'inscrit justement dans ce mouvement afrofuturiste qui entend replacer l'Afrique, les Noirs américains et de façon générale donc les Noirs partout dans le monde dans une idéologie futuriste qui n'inclurait peu ou pas du tout la colonisation. C'est-à-dire que très souvent dans plusieurs livres ou dans plusieurs mouvements afrofuturistes, vous allez retrouver une certaine idée de la royauté noire, vous allez retrouver une certaine idée de la richesse noire, ou alors vous allez voir des codes de l'Afrique actuelle mêlés à certains éléments de la NASA. C'est-à-dire que c'est super futuriste. Vous tombez sur une hutte et vous avez l'air un peu normal là, vous entrez dedans, c'est un vrai vaisseau spatial. Et il y a énormément d'exemples comme ça, aussi bien dans la littérature, avec donc le fameux comic Black Panther qui arrive au début des années 60 en plein mouvement des droits civiques pour la liberté des Afro-Américains, que dans la musique avec des artistes qu'on connaît bien comme les Outkast ou encore Janelle Monáe qui est un des principaux étendards de cette idéologie-là. I've always been excited and inspired to try to redefine how we're seen. L'idée derrière, c'est presque, je dirais, la situation, c'est-à-dire que plus
plus est égal à plus, à savoir que dans un monde où les Noirs sont toujours associés au thème de la violence, de la pauvreté, de l'esclavage, de la colonisation, où ils seraient constamment mis ou alors montrés en position de faiblesse, c'est important d'avoir des exemples qui s'extirpent totalement de cette idéologie-là pour pouvoir construire dans le mental de jeunes hommes noirs que eux aussi peuvent réussir, que s'il n'y avait pas eu l'esclavage ou la colonisation dans leur histoire, ils seraient beaucoup plus que ce qu'on leur raconte qu'ils sont dans les médias. C'est donc fait pour pouvoir inspirer, c'est donc fait pour pouvoir porter, c'est donc aussi pour ça que les fameux acteurs ont pris conscience de leurs propres risques. Ils ne pouvaient pas avoir un accent qui venait d'un pays qui était un pays colon ou qui aurait pu les coloniser. Il fallait qu'ils retournent aux sources. Ils ont justement choisi d'apprendre une langue sud-africaine, le Xhosa, et c'est donc comme ça qu'ils ont retranscrit ce fameux accent qu'on entend dans la version originale. Corset is really uncomfortable. So could we all just wrap it up and go home? I can't wait to see what kind of update you make to your ceremonial outfit. Parce que justement dans la version française, les personnes qui parlent ont un accent français, c'est-à-dire qu'on entend que ce sont des personnes qui toute leur vie, je vous ai dit que quand on parle, ça raconte une histoire, ont vécu en France. Et fatalement, ils ne représentent pas l'identité même de ce qu'essaie de défendre Black Panther. I grew up next door to you in Zimbabwe, and I hope it's not too painful to the ear or Xhosa, but you know, we're trying, we're working on it. Si le premier film a parfaitement rempli son contrat, l'idée de le faire arrive pile au moment où on a cette recrudescence du mouvement pro-black aux États-Unis. Il sort à la bonne période et permet de prouver que aussi bien des enfants noirs que non noirs peuvent se reconnaître dans un super-héros noir. Le film cartonne au box-office. Et du côté d'Hollywood, c'est aussi un message qui est envoyé en se disant que c'est possible d'avoir des castings totalement noirs ou alors d'avoir un super-héros noir et d'avoir des films hyper rentables. Dans cette idéologie-là, tout s'est parfaitement bien structuré entre 2003 et 2018. Et surtout, ce premier film a répondu à une question qui était pour moi essentielle et qui pour moi a d'ailleurs fait tout son sel, à savoir que depuis environ 50 ans, il y avait en réalité deux Black Panther. Wakanda Forever. Bon, on va quand même arrêter là, mais justement, Wakanda ne veut pas rien dire. D'ailleurs, leur place en Afrique, là, signifierait que ce serait une lignée bantou. Et dans une langue Congo, de cette origine de la partie où ils seraient donc situés hypothétiquement en Afrique, Waz, le wa signifie nous. Donc, par exemple, si je veux dire que The Story Goes nous appartient, je vais dire The Story Goes wa Beto. Je sais, vous allez comme ça me dire que Stevie, on n'est pas venu ici pour des cours de langue, mais c'est pour que vous compreniez mieux le sens dans lequel on va, parce que Kanda dans cette même langue là signifie la lignée, donc en gros Wakanda c'est la lignée de, le clan de, et c'est ce qui était donc selon moi très bien représenté dans le premier volet, à savoir qu'on avait donc deux visions du monde qui s'affrontaient. T'Challa, joué par Chadwick Boseman, qui était donc le fils légitime du roi, le nouveau roi wakandéen, qui voulait plus ou moins une paix avec le monde et vivre tranquille dans ses huttes numériques en chantant du Kendrick Lamar et du SZA. Et on a de l'autre côté Eric Killmonger en version donc wakandéenne qui lui vient pour se battre. Il en a marre de la domination des non-noirs sur les noirs dans le monde. Il veut une véritable révolution. Il est très agressif, très expressif en cela face au beaucoup plus mesuré et beaucoup plus aimable T'Challa. Et en réalité, le personnage de Killmonger, c'est une sorte de renaissance de l'idéologie de Malcolm X. À savoir qu'il faut arrêter de tendre l'autre joue, se battre par tous les moyens nécessaires. C'est exactement la structure du fameux parti Black Panther qui arrive juste après la création de ce super-héros. Quelques années plus tard, on va donc avoir cette formation qui était assez radicale dans leur façon de voir l'opposition que doivent avoir les Noirs dans leur rapport aux Blancs américains. Et plusieurs des membres de ces partis-là nous ont d'ailleurs donné des enfants superstars de la musique qui ont gardé des bribes de ce que leurs parents ont toujours incarné. On a parlé de Kanye West, tout le monde connaît bien sûr, pour ne citer qu'elle, Afeni Shakur. Là, je vous vois déjà venir. Oh, Stevie, tu vas trop loin. C'est un divertissement, c'est un Marvel. Vous pouvez pas regarder les Marvel comme tout le monde. Et en fait, franchement, moi, je regarde les Marvel comme tout le monde. Et c'est exactement ce qui est dit dans le Marvel. Le personnage d'Eric Killmonger, si vous en souvenez,
est né à Auckland, qui est la ville où a été fondé le fameux parti Black Panther. Quand il entre à un moment dans l'appartement de son père, quand on le revoit dans l'appartement de son père, si vous regardez derrière lui, il y a une affiche de Huey Newton, qui est donc, quand on comprend l'histoire, celui qui a corrompu le père pour lui donner l'envie donc de se mélanger aux autres noirs. Huey Newton, c'était le leader du Black Panther Party, mais ça ne s'arrête pas là. Plus il traverse cette pièce-là, plus vous le voyez passer devant Public Enemy, le groupe de rap très anti-système avec le fameux titre Fight the Power, c'est affiché sur le mur. Pareil, au tout début du film, l'action se situe en 92. C'est l'année des émeutes meurtrières à Los Angeles où une grosse partie de la population noire essaie justement de se rebeller contre l'autorité. Donc en vérité, je suis tout à fait clair, j'ai regardé le Marvel comme vous et ce n'est absolument pas moi qui vous dit que Killmonger, c'est la représentation de Black Panther et de l'idéologie de Malcolm X. Et j'irai même plus loin en vous disant qu'en réalité, le mimétisme est assez intéressant. Et c'était ma réflexion à la sortie du film à l'époque, c'est que c'est le vrai Black Panther. Mon père me disait qu'il n'y avait rien de plus beau que le Wakanda. Oui, il n'a pas le vibranium, il n'a pas le costume et ce genre de choses. Mais depuis environ 60 ans, on avait ce Black Panther fantasmé, plutôt cool, qui lui veut danser sur du Caesar, il veut twerker, les abdos, c'est Oncle Picsou, il ne veut absolument pas qu'on sache qu'il est riche, il veut garder tout pour lui. Bref, on avait ce gars-là admiré et raconté dans plein de livres. Et on avait l'autre partie très extrême qui était représentée par ces Black Panthers qui ont véritablement existé. Et le duel de lignes qui se joue vient en réalité, si on va un poil plus loin, sur le fait qu'ils ne soient pas nés au même endroit. C'est-à-dire que l'un connaît la colonisation, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi brutal, et l'autre ne la connaît pas. C'est peut-être pour ça qu'il paraît aussi modéré dans sa manière de voir les choses. Mais toujours est-il qu'à la fin du film, il n'y en a qu'un qui reste, à savoir que le vrai Black Panther décède, l'autre survit, et le fait qu'il décède n'est pas forcément évident. On aurait pu se dire qu'il aurait pu changer, devenir se battre avec son frère. Non, surtout qu'il y a aussi ce combat de classe sociale. Lui, il a vécu plus ou moins dans la rue à la mort de son frère qui est l'oncle de l'autre. Donc c'est encore la lignée. Mais il meurt, il laisse T'Challa sur le trône. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où il décède dans le film, il lui dit « Je préfère mourir et être jeté dans la rivière parce qu'au moins je vais m'emporter comme mes ancêtres. Je ne serai pas retenu à des chaînes. » Préférons mourir noyé que de vivre en esclave. Wakanda Forever. Bon, j'espère que vous allez toujours bien, que vous avez pris les popcorn. Et donc, on va continuer à se rapprocher là du second volet de Black Panther. Et bien sûr, à ce moment précis, il y a toujours la fameuse question du d'où tu pars. Elle est particulièrement importante dans cette vidéo parce que comme vous le savez tous, même si ça fait quasiment 15 ans aujourd'hui que je vis en France, moi j'ai grandi en Afrique. Chaque fois que je peux, j'y retourne faire un petit tour. Récemment encore, je suis passé quelques jours à Abidjan. Après, je suis rentré chez moi et c'était un plaisir. Et je vais faire un big up à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, bien sûr en France, mais aussi en Afrique. Parce que j'étais surpris d'arriver à certains endroits et d'être reconnu des fois. Ça me semblait complètement lunaire. Et oui, je ferai des meet-up quand on se verra, on fera de vrais trucs. Bref, pour dire qu'en fait, moi j'ai grandi en Afrique. Ça ne me gêne absolument pas d'aller au village, même s'il n'y a pas tout le confort et tout. Je trouve que c'est un plaisir totalement différent de celui que je vis en France, même si j'ai aussi plaisir en vivant en France. Je le dis parce que je pense que c'est lié, je ne suis absolument pas touché par l'afrofuturisme. Et c'est la nuance que je veux vraiment mettre. Je comprends pourquoi c'est fait dans le sens où c'est censé inspirer une partie ou une grosse partie de la population africaine ou alors afro-occidentale. Mais moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce délire de hutte technologique. Bon, je le regarde comme un divertissement, mais effectivement, on a l'impression que c'est toujours de profonds modèles du modernisme européen sur lesquels on a remis du wax et des chaises en raffia pour pouvoir rappeler l'Afrique. C'est comme ça que ça m'apparaît. Et surtout, il y a toujours le fameux spectre de l'Égypte ancienne qui me gêne. On en a déjà parlé dans la vidéo sur Beyoncé et dans celle sur Tupac. Les Afro-Américains sont particulièrement rattachés à la royauté de l'Égypte. À chaque fois, ils le répètent, ils sont quasiment tous descendants de rois égyptiens. Women like Cleopatra should be no problem unlocking those Cleopatras in the modern day around the way girls. C'est d'ailleurs le symbole premier du fameux Wakanda Forever, c'est-à-dire que c'est en référence aux pharaons égyptiens dans leur cercueil mortuaire. Ensuite, ils ont dit que c'était aussi par rapport au sign hug, s'embrasser en langage des signes, mais il y a toujours dans toute la trame
d'une partie des Afro-Américains et de cet afrofuturisme, la descendance égyptienne, parce que ça représente la royauté, l'abondance, et la question que je pose toujours de façon très triviale, c'est de savoir s'ils étaient tous des rois et des reines, s'ils sont tous des descendants de rois et de reines, mais qui les servait en fait, parce que, enfin... Mais en fait, si je vous explique ça, c'est que malgré tout, dans leur écosystème, je le comprends. Ce sont des Afro-Américains. Pour la plupart d'entre eux, ils ont vécu, ou alors leurs grands-parents, ou alors leurs arrière-grands-parents ont vécu la violence du racisme, de l'esclavage, de la ségrégation. C'est un pays. Et d'ailleurs, des fois, j'ai de longs mails de personnes me reprochant de trop parler dans mes analyses de la race. Alors qu'en fait, c'est pas parce que je vais vous en parler de la race, moi. C'est parce qu'en fait, on parle principalement des États-Unis qui sont un pays, comme mon père le dit souvent, hanté par la race. Donc, de fait, on est obligé pour comprendre leurs problèmes sociaux et musicaux qui sont liés, de parler de leur rapport intérieur. Et ça, effectivement, pour les Afro-Américains, des fois, ils doivent se demander d'où on vient, parce que finalement, on est arrivé dans un pays où on est rejeté, violenté, et ils ont eu souvent cette trame d'aller chercher des symboles qui leur rappellent de la grandeur dans des moments où ils sont toujours constamment humiliés ou ramenés plus bas que terre. Mais le souci principal pour moi de cette idéologie est que même si elle paraît en réalité s'extraire d'un certain monde occidental, elle ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que fatalement, l'imagerie du futur est toujours liée au monde occidental. On aurait par exemple pu se dire que si l'Afrique n'avait pas été colonisée, le monde ne ressemblerait pas au monde actuel. Le monde serait peut-être plus écolo, on n'aurait pas de grandes machines, on vivrait peut-être de façon très triviale dans des champs, et peut-être qu'ils auraient esclavagisé d'autres peuples et ce genre de choses, et que du coup les Européens eux-mêmes se seraient adaptés à des modes de fonctionnement très africains dans des cases. Voilà, ce genre de choses. Mais rien que l'idée de le dire, pour beaucoup, ça semble dépasser. L'idée du futur même, contrairement à tout ce qu'on peut dire, est déjà pensée dans la façon dont l'Europe est pensée. Donc de fait, s'ils avaient eu raison sur l'accent, l'historique même, la structure même de Wakanda et de l'afrofuturisme est toujours liée, même quand il n'y paraît pas, à l'ascendant occidental, parce que le futur y est pensé comme ça. C'est une idée qu'on retrouve très bien chez ce monsieur, le Jasmine Sunray, homme absolument incroyable. Il s'est battu contre la ségrégation. Il a inspiré énormément la communauté afro-américaine au moment où elle en avait besoin. Mais ce qui a toujours caractérisé la force de son message m'a toujours fait un petit tic. À savoir que selon lui, bien évidemment, son inspiration venait encore de l'Égypte antique, et il ne descendait pas des Africains et des esclaves. Lui, il était un ange venu du ciel pour pouvoir libérer le peuple noir. Et en fait, derrière tout le petit truc d'afrofuturisme, il y a toujours une petite musique qui n'est pas dite. En vérité, beaucoup ont un peu l'Afrique actuelle honteuse. C'est-à-dire que, bon, vraiment, les perdants, là, voilà quoi, ils auraient quand même pu gagner. Et maintenant qu'ils n'ont pas gagné, là-bas, ils sont dans la pauvreté et tout. Non, nous, on veut être pharaon. Et ça, souvent, je me suis senti un peu seul à le penser intérieurement, juste à ce que j'entende l'écrivain Léona Miano, pour ceux qui la connaissent, le dire ouvertement. Elle avait dit: dans l'afrofuturisme, c'est le terme futurisme qui me dérange. Le futurisme est un courant littéraire européen au code bien défini. Je ne crois pas qu'il suffise de mettre le mot afro ou autre chose devant pour que la notion perde son identité. Moi, je n'ai pas envie d'imaginer que l'Afrique n'a pas été colonisée, qu'elle n'a pas connu les déportations. Je n'ai pas envie de fuir mon histoire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux en faire. Et sans être une attaque aux Afro-Américains qu'on peut comprendre dans leur démarche, c'est exactement ça qu'on retrouve chez Wakanda. Si on réfléchit un peu, on pourrait se dire que les pays qui pourraient être un peu honteux sont les pays qui ont colonisé ou qui ont déporté sous prétexte de la race, en fait. Sauf que, justement, dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. Les États-Unis sont les États-Unis, la France est la France, et les seules personnes qui ont besoin d'un pays imaginaire pour se représenter une force, c'est-à-dire que c'est tellement dur d'arriver à se dire qu'on est fort quelque part, qu'on a besoin donc de créer un truc qui n'existe pas. C'est bien sûr le Wakanda qui regroupe un peu plein de trucs wax, plein de huttes par-ci par-là, les trucs en raffia ici, pour pouvoir imaginer simplement une place à la table, alors que les autres, malgré leur colonisation, malgré tout ce qu'ils ont pu connaître, s'assument de bout en bout. Mr. Chairperson, I am deeply disappointed in Wakanda's
Et là, vous allez certainement me dire, mais Stevie, au début du film, tu as bien vu, on a mis le Mali là quelque part et on a clashé la France et ce genre de choses. Ce qui n'est pas faux dans un délire d'ailleurs peu compréhensible parce que Wakanda revendique quand même de ne pas vouloir se battre contre quiconque et ce genre de choses. Mais d'un coup là, on les retrouve plus ou moins à défendre ce qui serait plus ou moins le Mali. Enfin bref, c'est un Marvel et nous sommes dans une époque très intéressante. Nous sommes dans une époque où le militantisme est devenu un argumentaire marketing. Et ça, ils l'ont très bien compris parce que l'une des branches sur laquelle s'appuie Wakanda Forever, c'est bien sûr cette idéologie woke. Chaque personne blanche qu'on croise est un sacré colonisateur là. On le regarde là avec les yeux méchants, colon. Bien sûr, les femmes noires sont principalement au pouvoir. On a Angela Bassett qui est d'ailleurs incroyable. Elle et Lupita, selon moi, portent vraiment le film parce qu'elles sont véritablement charismatiques. Et ça permet donc de bien mettre en exergue ce côté où ce sont les femmes noires qui sont les plus fortes, ce sont les femmes noires qui vont au choc et qui, quand elles vont au choc pour la communauté noire, très souvent gagnent alors que les hommes noirs en sont incapables. Ce qui est une partie de l'idéologie woke jusqu'à dans la fameuse adolescente qui est la personne la plus intelligente de la planète, c'est encore une fille noire. Et bien sûr, il y a ce petit côté impertinent saupoudré de petites références en fait. Le côté où effectivement on va tacler la France par-ci par-là, c'est parce que l'audience noire au vu des scores du film n'est pas la principale audience visée. En revanche, elle et la génération Z qui adore ce genre de choses sont celles qui font le plus de bruit et le plus de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Et donc ce genre de petits moments qui ont l'air complètement à contre-courant du système les poussent de ouf, ils vont en parler et donc ils ramènent à la machine en fait. C'est très bien ficelé, sauf que quand on a fini ce premier argumentaire, on pourrait se dire franchement c'est fini quoi, Wakanda ils vont tout détruire, ce sont les femmes noires qui sont au pouvoir, ils rigolent pas à toute personne blanche qui croit sans les colonisateurs, l'histoire se termine là. Mais là justement on revient sur un délire en mode oui non mais justement Wakanda, nous on n'attaque pas le monde, franchement nous on va pas attaquer les occidentaux, oh mon dieu on va attaquer le monde, c'est pas possible, même si nous on s'en fout du monde, comment est-ce qu'on peut laisser qu'on attaque le monde? Et alors la qualité graphique du film plutôt sympathique ne m'a pas empêché de me demander pourquoi, jusqu'à ce que je comprenne que c'était en fait pour pouvoir livrer le combat avec Namor qui en réalité a exactement le même problème qu'eux, à savoir qu'il veut se défendre ou alors attaquer l'oppresseur avant qu'il ne l'attaque lui. Parenthèse d'ailleurs, son rôle est aussi ramené pour pouvoir toucher le public latino. Et je tiens à dire que, enfin, ça c'est un détail, vous allez m'en vouloir pour ça, mais j'ai pas compris pourquoi est-ce que le film a continué après l'histoire du bateau. Enfin, si quelqu'un a la réponse, vu que en fait, il y a un détecteur de métaux. Le détecteur trouve le vibranium sous la mer. Et elle réussit à appeler les États-Unis. Et on décroche le téléphone, donc ils savent où est le bateau. Enfin, normalement, le film aurait dû s'arrêter là. Enfin, ou alors je suis fou. Ça, c'est la parenthèse. Mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi le film continue après ça? Vu que les Américains savent où se trouve le bateau, ils n'ont pas besoin d'un autre détecteur de vibranium, vu que ils ont déjà trouvé le vibranium et on a déjà passé l'appel à travers le bateau. Enfin bref, il fallait bien que l'opposition se fasse. Et donc, elle se fait avec le Namor, qui encore une fois reprend un peu cette logique où il est prêt à attaquer avant de se faire attaquer. Mais le Wakanda reste toujours fermement inerte là. Oh non, jusqu'au moment où effectivement, il faut se battre avec Namor. En moins, vous êtes là avec un ennemi commun qui va venir vous écraser avec un caterpillar. Et là, d'un coup, il te griffe et tu préfères te battre avec lui, perdre des forces, du temps, des armes pour défendre le fameux monde de l'ennemi ou alors ta soi-disant idéologie, parce qu'en réalité, cette idéologie que les Wakandéens semblent défendre ne semble concerner que les Occidentaux. Il faut se souvenir que malgré tout ce qu'ils peuvent raconter là, leur terre qu'ils ont acquise se fait dans la guerre et l'assouvissement de d'autres pays africains, parce que c'est quand ils trouvent le vibranium qu'ils assouvissent toutes les tribus qu'ils vont trouver sur ce terrain-là. Donc déjà, c'est un peu plus colon ou alors guerrier d'une certaine façon, qui est capable de bagarrer avec plusieurs de ses frères et qui le fait à chaque fois, Killmonger n'est mort d'une certaine façon, mais qui a toujours énormément bizarrement de mal à s'attaquer à ce qui semble être son ennemi principal, l'occidental. 5 tribus s'installèrent sur cette terre qu'elles baptisèrent le Wakanda. Ces tribus se livraient des guerres incessantes. Mais un jour, Bast, la déesse panthère, apparut en vision à un guerrier. Et c'est là le pendant de Black Panther, c'est-à-dire que c'est avant tout un Marvel, un Disney, et
là où effectivement beaucoup de personnes semblent penser que c'est un fourre-tout, à savoir for us by us, jusqu'à ce qu'on voit certains activistes aux États-Unis qui expliquent que les blancs ne devaient pas aller à la première du film, alors que bon, le livre a été fait par eux, le film est fait par eux, enfin bref, ça c'est complètement incompréhensible. Vous avez compris avec cette explication de la mouvance afrofuturiste d'où ça vient. This message is to all the white people who have BLM in their bio. If you really want to prove to black people that you love us and you care about us and you are down for the cause, do not go see that movie opening weekend. You buy your ticket, you give it to a black person or a black family who can't afford to go. En fait, ce que eux ils voient, c'est tout cette espèce de petit saupoudrage un peu woke là. Ils se disent que vraiment ils vont gagner. Oh, le colon va souffrir. Mais celui que tu appelles le colon, en fait, il finance le film. Il met juste ce langage là parce qu'il sait que ça va te toucher et que tu vas lui rapporter de l'argent. C'est du pur marketing. Et justement, dans Wakanda, en réalité, il y a un réalisme absolument terrible. Si vous avez compris la description que je viens de vous faire de ce fameux pays africain qui pourrait avoir les moyens de se battre ou alors de s'entraider avec ses frères pour aller combattre l'oppresseur. En plus, on les appelle même pour leur dire que les États-Unis vont venir vous faire la guerre. Mais ils sont toujours en train d'aller vouloir bagarrer avec Namor. En fait, si vous remettez ça dans le contexte historique, c'est un pays africain tout à fait banal, comme on en a connu avant l'esclavage, comme on en a connu après, et comme on en connaît encore aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que l'idée qui les parcourt est tout à fait banale, et il y a cette fausse impression de puissance derrière, parce qu'en réalité, la fameuse puissance qu'ils sont censés avoir vient du vibranium. Mais si vous vous souvenez, dans le premier film, on les considère comme étant l'un des pays les plus pauvres sur Terre. Pays très pauvre et coupé du monde extérieur, protégé par de hautes chaînes de montagnes et... Wakanda Forever. C'est-à-dire que le moment où Wakanda devient intéressant pour les autres nations qui, elles, sont vraiment puissantes, sans qu'on ait besoin de nous expliquer qu'elles ont trouvé quelque chose dans la Terre, là, c'est au moment où on découvre qu'ils ont le vibranium, que vraiment c'est un pays qui a un génie intellectuel ou alors une force mentale exceptionnelle. Non, ce qu'on veut chez eux, c'est leurs ressources qu'ils ont trouvées par terre, en fait. Et d'ailleurs, la personne qui est la plus intelligente et qui est noire ne vient pas du Wakanda. Elle est américaine et veut rentrer aux États-Unis. On aurait pu se dire que, elle aurait pu dire que non, je vais chercher maman, on va vivre à Wakanda pour que je continue à vous aider. Non, 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 non. Elle est très brillante, mais elle veut quand même continuer, malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré le colon, machin, à aller vivre avec, entre parenthèses, et donc distribuer son intelligence aux colons. Donc en fait, on est toujours dans une logique extrêmement réaliste de la situation de beaucoup de pays africains. Logique très réaliste qui ne mène en réalité qu'à la défaite, mais comme nous avons déjà intégré pour beaucoup de noirs qu'il faut perdre pour gagner et ce genre de choses, ce n'est pas forcément visible. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on retranscrit au vu de cette idéologie-là qui est distillée tout le long, on veut pas se battre, on préfère se battre avec celui qui nous a griffé, alors que le vrai ennemi là-bas, bah en fait Wakanda serait colonisé. C'est parce que Namor, parce que là on est dans Marvel et que c'est du bon spectacle, décide de repartir pour les laisser se rassembler, se former et venir attaquer après. Au moment où Namor tue la reine, c'était fini en fait. Il aurait pu se dire, comme ça a été souvent fait, c'est bon, vous êtes des esclaves, c'est moi qui vais mener la bataille et on passe à autre chose. Et ne me prenez pas l'endroit où je vais. Je suis tout à fait conscient que Wakanda Forever est un divertissement et pour vous dire en réalité, moi je ne comptais même pas faire cette vidéo, je l'ai regardée comme telle. Tout ce que je veux noter dans cette vidéo, c'est que en réalité, l'image de puissance qui semble être renvoyée dans le contexte de Disney, il faut qu'on se souvienne toujours que c'est dans un contexte précis et dès qu'on sort un tout petit peu du contexte du divertissement, même dans le Marvel, on est totalement dans la situation actuelle de pays africains en fait. On n'est pas du tout dans un espèce de pays africain qui sortirait de l'organe qui aurait été créé. C'est-à-dire que même dans ce délire afro-futuriste, Wakanda, qui est une œuvre faite par d'autres personnes, retranscrit totalement une espèce de
pays effectivement imaginaire où on porterait de beaux costumes et on aurait des huttes technologiques, mais qui en fait est profondément inoffensif. Et je sais ce que vous allez me dire, très certainement dans le prochain épisode, ils feront un peu plus ou moins face à l'Amérique parce que le colon policier sera venu les aider à avoir un peu plus de réalisme diplomatique. Ça, j'en suis certain parce que c'est un classique de ce genre d'histoire. J'ai bien aimé le côté où ils ont été très dignes avec le deuil de Chadwick Boseman. J'ai aimé comment c'était traité en filigrane parce que dans le premier volet, la mort du roi, c'était limite, allez, il est parti, bon, vive le roi et tout ce genre de choses. Là, on avait vraiment beaucoup de dignité, une sorte de pudeur dans la manière dont c'était traité. Donc, j'ai trouvé que c'était un film qui lui rendait de ce côté-là un très bel hommage et que les prestations d'Angela Bassett et de Lupita étaient exceptionnelles, contrairement à celles de Letitia Wright. Mais en vérité, je ne lui en veux pas. Je pense qu'elle a dû faire de son mieux parce que c'était un second rôle, quoi. Donc, le fait d'être propulsée comme ça au premier rôle n'a pas dû être évident pour elle. Mais pour moi, enfin, même quand elle était en Black Panther, je la trouvais pas crédible. Mais elle n'a pas été inintéressante. Il y avait un certain relief. Je trouve juste qu'elle n'était pas assez forte pour porter ce rôle. Je pense même qu'on aurait dû prendre Lupita en Black Panther qu'elle. Mais ce sont plus ou moins les points que j'ai appréciés au-delà de ce que je vous ai évoqué dans cette chronique qui en réalité, je vous rassure tout de suite, ne vous dit pas de pas aller voir Black Panther ou alors que c'est criminel. Pas du tout. En réalité, je m'en fous. La seule chose même qui fait que je tourne cette vidéo, j'ai beaucoup reçu de messages de vous me demandant de le faire, mais je comptais pas le faire. Vraiment. C'est vraiment pas vous qui m'avez poussé à le faire. C'est que j'étais sur Twitter et je suis tombé, j'avais déjà vu plusieurs sportifs faire le signe Wakanda Forever et je trouvais ça bon, voilà. Moi, il n'y a pas de souci, je peux faire les trucs des enfants de 3 ans, là, on se déguise même pour aller au cinéma. Moi, ça ne me dérange pas, je peux comprendre l'emphase, le côté cool de la chose. Mais ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, c'est que je suis tombé sur une vidéo de la vice-présidente des États-Unis qui faisait le Wakanda Forever. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites, là. And as always, Wakanda forever. Paid for by Kamala Harris. En fait, ça, c'est Inception. Le fait que Kamala Harris et plusieurs autres responsables politiques, y compris en France, commencent à se revendiquer du Wakanda, ce n'est plus de la fiction, ce n'est plus du divertissement, c'est en fait une sorte de mirage. Des gens répartis partout dans le monde ont souffert et souffrent d'une situation. Puisqu'on ne veut pas ou on ne peut pas s'attaquer à cette situation-là différemment, on se rend compte qu'il y a ce fameux pays qui semble être une sorte de regroupement. People who actually went to Travelocity, I don't know if you heard about this. Yeah. And are trying to go to Wakanda. Yeah. En fait, quand le Wakanda, qui est donc le pays qui donne une impression de puissance à ces gens-là, tout en reprenant absolument toute leur tare, émerge de façon fictive, maintenant on voit des responsables politiques pour pouvoir toucher cette audience-là, se revendiquer de ce pays fictif-là, alors que dans la réalité dans laquelle nous vivons, la souffrance de ces peuples-là est toujours palpable et perdure. Mais on n'a même plus besoin de s'attaquer à des causes en Afrique ou alors de se retirer de certains pays africains pour pouvoir faire amende honorable par rapport à l'histoire. On n'a même plus besoin effectivement de changer certaines lois par rapport aux Afro-Américains pour encore faire amende honorable. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est Wakanda Forever. Donc du coup, j'appartiens au Wakanda, donc je suis des vôtres. Et c'est extrêmement dangereux selon moi. Kamala Harris sait que les Américains oppriment énormément de peuples sur cette planète Terre. Elle n'a rien à faire avec le Wakanda Forever. Et je ne suis absolument pas d'accord avec les personnes dans cette vidéo qui me diraient que ce n'est qu'un signe. Non. Toutes les personnes en politique actuellement que vous voyez reprendre le symbole Wakanda Forever le font par cannibalisme politique, c'est-à-dire qu'ils essaient de récupérer une audience qui se sent touchée par un pays fictif. S'ils se sentaient véritablement touchés par ces causes, ils les défendraient dans la réalité, ce que ces gens font extrêmement peu. Moi, j'aimerais voir Kamala Harris, même si c'est peut-être trop dur pour elle, l'Afrique, elle dise au moins Moyen-Orient forever, c'est-à-dire que certains pays où ils sont placés et qui ont des positions similaires à ce qu'ils semblent vouloir dire pour le Wakanda, dans la vraie vie, ils peuvent faire quelque chose et qu'ils sont en situation de pouvoir, mais ils ne le font pas parce que ce n'est absolument pas dans leur intérêt. Et c'est en ça que certes, le film en lui-même ou les différents films ne sont pas des escroqueries intellectuelles, mais je pense que dans la situation dans laquelle on est et avec cette montée du wokisme, c'est quand même intéressant de faire attention à la dérive dans laquelle on part, où effectivement la fiction devient la réalité parce qu'on a l'impression que Wakanda représente quelque chose ou une force de frappe contre en fait la personne qui le produit. Parce que ce n'est pas parce que vous dites coloniser dans un film 10 000 fois
quand vous voyez une personne blanche que ça fait de ce film un film révolutionnaire. La preuve en est que énormément de personnes blanches sont allées voir ce film au cinéma et beaucoup l'ont apprécié. Et que dans la vraie vie, je suis désolé, hormis le monde de Twitter qui est un chaos total, si vous venez vous saluer quelqu'un en lui disant bonjour le colon, soit il va rigoler parce qu'il va trouver ça ridicule et que ce sera un private joke, soit il va vous prendre pour un parfait stupide parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est pas ces espèces de provocations enfantines d'un autre temps et qui font bien quand on veut être un peu shady sur les réseaux sociaux, qui règlent les soucis de fond ou qui font peur à qui que ce soit, surtout dans des films où effectivement après avoir dit ça, on commence à jouer à cache-cache pour aller finalement bagarrer avec tous ses confrères d'à côté. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait donc sur Wakanda Forever, le 2 et le premier du coup. Je vous ai donné mon analyse sur les deux films, la franchise, sur l'afrofuturisme, sur ce que je pense de tous ces mouvements-là. Surtout que, et je tiens à le dire de façon très honnête, moi, j'ai pas de souci vraiment à ce que ça compte pour les petits garçons qui est de la représentation. Franchement, ça me fait plaisir, très honnêtement. Mais je ne suis pas un fantasmeur de l'afrofuturisme. Je le regarde comme je regarderais les Bobo Diouf. Enfin, c'est sympathique comme divertissement. Et je tiens toujours à dire, comme je l'ai dit au début, que dans ce message-là, je ne me reconnais pas. Je n'interdis pas aux autres de se reconnaître, mais je ne me reconnais pas parce que je sais d'où je viens en Afrique. Moi, je suis pas descendant d'un roi égyptien, je sais pas trop quoi. Et ce mouvement-là, jusqu'à un certain point, comme on a pu le voir, a énormément de qualité. Mais sa limite, c'est que parfois on voit ce problème qu'ils ont avec l'Afrique réelle parce que ça les renvoie à un certain esclavage et une colonisation. Mais ça s'est passé en fait. On peut pas effacer l'histoire. Et à la pauvreté, c'est-à-dire que pour eux, c'est trop dur de confronter ça. Et donc du coup, on passe par certains mouvements qui peuvent donc mener à Wakanda. Et je vous ai donné ce que j'en pensais, le bien, le moins bien. Et comme je l'ai dit, ça ne me dérange absolument pas que vous allez le voir. Mon but ici n'est pas de vous dire que j'ai mieux compris le film ou alors que c'est une anomalie totale. C'est juste une mise en perspective de ce que j'ai pensé de ça sur la ligne politique et par rapport au monde dans lequel nous vivons actuellement. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous pensez de cette analyse. Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Est-ce que vous aviez compris ce que je dis par rapport au vrai Black Panther qui affrontait donc entre parenthèses le faux Black Panther, le fait que le faux Black Panther gagne? Est-ce que vous avez aussi compris ce fameux combat avec Namor? Qu'est-ce que vous pensez de ma vision par rapport à l'afrofuturisme? Est-ce que vous la partagez? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à aimer ce qui se fait dans ce domaine-là? Et je pense aussi que il y a deux visions. Certains sont très contents quand ce sont de grandes structures qui le font, mais dès que ce sont des artistes afro-américains, je sais pas si vous avez remarqué que ça pêche un peu au niveau de certains commentaires, mais ça, nous le verrons pour une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. L'administration Trump avait déjà listé le Wakanda dans la liste des pays avec lesquels elle était en libre-échange. D'ici à ce qu'on nous dise qu'un jour les États-Unis vont en guerre contre notre pays, pour le Wakanda, il n'y a qu'un pas. Et vous ne trouvez pas que le mouvement de Namor, là, ça fait un peu Kamehameha? Hein, non? Bon, allez, je vais aller prendre mes médocs.